Nicolas B, député Rassemblement national au Parlement européen et coprésident du groupe Europe des Nations et des Libertés. Vous êtes en duplex de Strasbourg pour la dernière session parlementaire et pour la présentation de votre projet. C'est vous qui êtes chargé de trouver des alliés pour former un groupe parlementaire. Bonjour à vous. On devait vous recevoir mardi, mais évidemment, comme beaucoup de politiques, vous avez observé 24 heures de trêve dans cette campagne des Européennes après cette tragédie qui a frappé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une réaction peut-être? Oui, bien sûr, nous avons observé naturellement, spontanément, une petite pause dans le combat politique, dans la campagne électorale, parce que, comme tous les Français, j'ai été évidemment très meurtri, attristé par ce dramatique incendie qui a frappé l'un des plus beaux joyaux de notre pays, de notre patrimoine, de notre civilisation européenne et chrétienne. Heureusement, grâce à l'action admirable des sapeurs-pompiers, la structure de l'édifice a été préservée. Il pourra donc être reconstruit, il pourra retrouver, restauré, il pourra retrouver toute sa splendeur et c'est évidemment une très bonne nouvelle, même s'il faudra sans doute de nombreuses années. Emmanuel Macron a du coup décidé de reporter son discours sur les réponses apportées à la crise des Gilets jaunes. Discours très attendu évidemment, qui ne sera sans doute pas prononcé avant la semaine prochaine, alors qu'il y a une réelle urgence sociale. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop autour de Notre-Dame ? Non, je ne crois pas. Je crois que tous les Français, et même au-delà de la France, beaucoup d'Européens ont été très touchés par cet incendie. Et c'est vrai que le lundi soir, on avait une vraie inquiétude, y compris sur la possibilité de préserver le monument. Tout le monde était un petit peu rassuré mardi matin. Je crois qu'il était normal d'observer une trêve. Je crois qu'Emmanuel Macron a eu raison de différer son intervention. Maintenant, moi je suis comme beaucoup de Français, je n'attends pas grand-chose de l'intervention du président de la République. Je pense que ce sera des ajustements à la marge des dispositifs existants. Ce sera sans doute l'annulation ou le report, comme il l'a déjà fait, de certaines hausses de taxes ou hausses d'impôts ou hausses de tarifs. Mais finalement, dans les grandes orientations, il ne veut pas remettre en cause le fédéralisme européen, il ne veut pas remettre en cause la fiscalité confiscatoire dans notre pays, il ne veut pas remettre en cause la suppression progressive de toutes les protections économiques, il ne veut pas remettre en cause l'immigration massive, alors qu'il est aujourd'hui un des seuls sur la scène européenne à défendre encore ce modèle de l'acceptation d'une immigration massive sur notre sol. Voilà, donc j'en attends pas grand-chose. En revanche, les Français auront l'occasion le 26 mai de s'exprimer par les urnes. Alors justement, vous parliez d'immigration. Vous êtes pour former une alliance européenne des nations souverainistes, appel d'ailleurs lancé par Matteo Salvini. Matteo Salvini qui a par ailleurs signé hier une nouvelle directive contre les ONG secourant les migrants en mer. Vous en pensez quoi? Et je pense que beaucoup d'ONG se comportent en réalité comme les complices des mafias et des passeurs qui gagnent beaucoup d'argent sur le dos des migrants à qui ils permettent de traverser la Méditerranée et parfois malheureusement d'y mourir. Et je pense que la seule attitude à la fois juste, responsable et respectueuse et humaine, ça consiste à avoir un discours de fermeté. Tant qu'on laisse penser aux migrants qu'ils ont la possibilité de venir en Europe, eh bien, ils tenteront la traversée de la Méditerranée et certains mourront. En revanche, si on fait preuve de fermeté dans la protection des frontières extérieures, eh bien, on peut tarir ces flux d'immigration. Ça nécessite aussi une vraie coopération pour le développement économique, en particulier des infrastructures en Afrique. Mais aujourd'hui, les ONG, tout le monde le voit bien, sont immigrationnistes, favorables à l'immigration, faisant du chantage directement auprès des gouvernements pour leur demander d'accueillir des migrants. On voit qu'ils ne sont pas du tout dans une mission uniquement de soutien ou de soins à destination des migrants. L'attitude qui devrait être celle des pouvoirs publics, c'est de secourir les embarcations de migrants, mais de les ramener aussitôt vers leur port d'origine ou vers des ports de pays tiers sur le continent africain, mais certainement pas en Europe. À propos de l'Europe, justement, Marine Le Pen, qui est par ailleurs en ce moment même entendue par les juges après sa mise en examen dans l'enquête sur des soupçons d'emploi fictif d'assistant d'eurodéputé FN, a présenté lundi un manifeste pour lancer la campagne des européennes. Elle ne veut ni sortir de l'Europe, ni sortir de l'euro. Sacré changement de logiciel depuis la présidentielle, c'est plus stratégique sans doute? C'est pas vraiment un changement de logiciel. On a toujours été favorable à une Europe des nations et des protections, vous en tout cas, des mais peut-être pas tout le coopérations monde. plutôt que les pouvoirs exorbitants.
Oui, mais aujourd'hui, on voit bien aussi que partout en Europe s'exprime cette volonté-là. On a des alliés qui sont au pouvoir. Vous citiez Matteo Salvini en Italie. C'est vrai aussi en Autriche, en Hongrie. Il y a des gouvernements qui défendent cette vision-là. Donc nous pensons qu'il faut tout changer de fond en comble dans l'Union européenne, à la fois dans son fonctionnement pour qu'il soit plus démocratique et plus respectueux des nations, dans ses orientations pour qu'il y ait des vraies protections, les frontières bien sûr, mais aussi des protections commerciales contre la concurrence déloyale à l'intérieur de l'Union européenne avec le travail détaché, contre la concurrence déloyale qui est très anti-écologique à l'extérieur avec les accords de libre-échange qui consistent à fabriquer des produits en Asie, à les vendre en Europe, à traiter en Afrique. Ça, c'est un modèle totalement anti-écologique que nous réfutons, que nous condamnons. Le projet que nous défendons, c'est changer réellement les orientations et le fonctionnement de l'Union européenne pour qu'on ait à nouveau une construction politique qui soit à la hauteur du génie de notre civilisation, qui permette à nos nations de rayonner à travers le monde, comme ce fut le cas d'ailleurs dans l'histoire, bien avant que l'Union européenne n'existe. Et donc une Europe sans Commission européenne authentiquement européen. Et donc une Europe sans Commission européenne, oui, c'est ce que vous défendez. Mais la remplacer par quoi au juste? Par une autre institution? De toute manière, il en faut bien une pour veiller à l'application des traités. Qu'est-ce qu'on mettrait alors à la place? Ce que nous défendons, c'est que le Conseil, c'est-à-dire les représentants des ministres et des gouvernements, aient l'exclusivité de l'initiative législative, qui aujourd'hui est exclusivement entre les mains de la Commission européenne, et que la Commission soit supprimée, devienne une simple instance adossée au Conseil pour la mise en application concrète de la réglementation, mais que ce ne soit plus un pouvoir considérable qui est entre les mains de 34 000 fonctionnaires à Bruxelles, avec des commissaires européens que personne ne connaît, mais qui font la pluie et le beau temps dans les États membres. Ce modèle est antidémocratique. La Commission n'a pas de légitimité, n'a pas été choisie par les électeurs. Elle ne peut donc pas décider de tout comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a l'initiative législative, elle a le contrôle de la réglementation, elle est garante des traités. C'est des pouvoirs qui sont considérables et qui ne peuvent pas être concentrés entre les mains d'une instance qui n'a pas été choisie par les citoyens. Un mot rapidement donc, le Conseil pour finir, doit Nicolas une place Bay. Considérable, des vraies coopérations, pas forcément toutes à 28 d'ailleurs. Un mot peut-être sur Jean-Marie Le Pen qui a fait ses adieux cette semaine au Parlement européen après avoir été élu 7 fois d'affilée depuis 1984. Quel souvenir de l'homme politique gardez-vous ? Vous savez, nous avons eu ces dernières années en particulier quelques différends avec Jean-Marie Le Pen, mais force est de reconnaître qu'il a un parcours politique un peu exceptionnel, un peu hors norme, par sa longévité, par sa constance. Vous évoquiez au début de ce journal les lanceurs d'alerte. Il a été à certains égards un lanceur d'alerte, notamment sur la question migratoire, puisqu'il a mis le doigt sur ce point dès les années 70, alors que beaucoup fermaient les yeux sur cet enjeu, ce défi. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est un défi majeur pour le continent européen. Merci à vous, Nicolas Bay.